Donc, on va passer à notre prochain conférencier. Donc, c'est M. Philippe Bourque. Donc, depuis 20 ans, il occupe le poste de directeur général du regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec, dont la mission consiste à promouvoir le développement durable et la protection de l'environnement. Il représente les 16 conseils régionaux de l'environnement sur divers comités, tables et aussi groupes de travail, ainsi que devant la Régie de l'énergie et certaines commissions parlementaires, ce qu'on en a à l'Assemblée nationale, et aussi devant le BAP. Donc, ces domaines de compétences sont l'énergie, le développement durable, l'accessibilité sociale, l'acceptabilité, je suis encore sur l'accessibilité scolaire, ça va changer, vous inquiétez pas, l'acceptabilité sociale, la mobilisation ainsi que la sensibilisation, en fait, en faveur des changements de comportement. Donc, en plus de siéger au conseil d'administration de la FAQDD, il est administrateur du Centre québécois d'action sur les changements climatiques et aussi membre du comité conseil sur les changements climatiques, donc du MDDELCC. J'adore les acronymes en environnement, je vous le dis. Monsieur Bourque possède donc un baccalauréat en biologie et une maîtrise en sciences de l'environnement de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et donc, le titre de sa présentation, vous l'avez devant vous, c'est les luttes au changement climatique, comment réaliser l'intention. Et donc, il ne s'agit pas de faire simplement des vœux, comme on le fait au jour de l'an, parce qu'on a Noël qui s'en vient. Encore faut-il avoir les moyens de ses ambitions. Et donc, c'est ce que M. Bourque va venir vous entretenir à l'instant. Ce dont il va venir vous entretenir. Voilà. Je parle rapidement des conseils régionaux de l'environnement. Juste pour vous situer, ça existe depuis plus d'une quarantaine d'années, les conseils régionaux de l'environnement. Les premiers ont été créés dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 1973, ensuite dans le bas du fleuve, à l'époque où la région Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie formaient avec une seule région. Et donc, c'est des gens du milieu qui ont voulu se rassembler et se dire comment ensemble on peut se donner des priorités en matière d'environnement en utilisant le territoire, donc, qui était l'échelle administrative, l'échelle du territoire administratif, comme fibre, disons, identitaire pour dire, ben, est-ce que justement le territoire ne peut pas être une source de motivation? On le sait, le Québec, pour vous, c'en est une, puis souvent les gens s'identifient à leur territoire et ça devient une source de motivation. On va en parler tantôt de ces enjeux de motivation. Mais c'est un peu ça qui anime les gens des conseils régionaux de l'environnement, d'utiliser leur territoire auquel ils sont attachés, ils connaissent, auquel ils s'identifient, comme source de motivation pour imaginer un avenir meilleur en matière d'environnement. En 1995, il y avait à peu près un peu plus que la moitié des 16 conseils régionaux qui existaient. Et un grand homme a eu la brillante idée de dire on va reconnaître cette organisation-là, le Québec va reconnaître cette structure-là et on va faire en sorte qu'il y ait un soutien financier et qu'il y en ait dans toutes les régions du Québec. C'est un grand homme, c'est M. Parizeau qui était à ce moment-là comme ministre. Et derrière chaque grand homme, il y a des grandes femmes. En l'occurrence, Mme Marois, qui en 1994, avant les élections, avait accepté de mettre dans le programme du Parti québécois la reconnaissance des conseils régionaux d'environnement. Et derrière les grandes femmes, il y a des fois d'autres grandes femmes. Et en l'occurrence, Martine, qui était là, qui prenait le crayon avec Mme Marois, qui a justement été une artisane. J'en profite pour la remercier. C'est grâce à elle, entre autres, qu'aujourd'hui, cette structure-là continue d'exister contre vents et marées. Parce que c'est pas évident, vous savez, entre autres, les structures régionales en ce moment, ils passent au plus près. Alors nous, on résiste toujours, on espère continuer à occuper le territoire et à amener du changement. Donc, je vous parle de mobilisation aujourd'hui, donc de réaliser l'intention, parce que s'il y a bien des choses que moi, ben, c'est ça, on parlait des promesses du jour de l'an. J'ai trouvé que cette image-là était assez bonne. C'est bien d'avoir des objectifs et de fixer des cibles, Patrick en a parlé énormément. C'est une autre chose que de réaliser, surtout dans le domaine de l'environnement, des changements climatiques, parce que on se confronte à l'ordre établi, je dirais. C'est-à-dire
il y a un système en place qui, lui, nous amène dans une direction. Et là, on s'imagine qu'en se donnant une cible pour aller dans l'autre direction, ça va être suffisant. C'est énorme le défi qu'on a devant nous. Et je trouve ça important qu'on en parle, qu'on soit conscient de ce que ça veut dire. Parce que des fois, il y a la facilité. On se dit, ah, ben, on va faire des énergies renouvelables, les technologies vont nous sauver, etc. Mais la réalité, c'est qu'au bout du compte, à un moment donné, il faut changer nos comportements, il faut changer nos attitudes, il faut voir les choses différemment. Et ça implique une profonde conscience de ce que ça implique, ce changement-là. Et donc, c'est important qu'on le réalise. Puis moi, je réfléchis beaucoup à ça parce que, je veux dire, à quelque part, à chaque jour, on se lève qu'on veut un monde meilleur, mais à la fin de la journée, souvent, on se rend compte qu'on n'a pas fait grand-chose. Ça prend beaucoup d'humilité. Mais on continue, puis on essaie d'apprendre de nos leçons, puis de trouver des trucs. Puis moi, je vais essayer de vous parler des trucs que j'essaie d'utiliser pour faire en sorte que les intentions se réalisent. En passant, je ne sais pas s'il y a des fans, des cowboys fringants ici. Moi, j'en suis un. Et le dernier album, Octobre, que je l'écoute en boucle de ce temps-là, la moitié des chansons parlent de l'engagement. Et je vous invite à l'écouter, ça fait beaucoup de bien parce que, bon, évidemment, il y a un sens critique derrière ça, mais on voit vraiment que l'enjeu est là. C'est-à-dire, il y en a une, bon, ça vient de la chanson sur Solidarité. Il y a le côté, je suis prête à ce que les choses changent, mais autant que moi, ça ne me touche pas. Ça, évidemment, c'est une réalité très, très humaine, mais c'est fondamental. Souvent, dans le monde environnemental, on parle entre convertis, entre convaincus. On s'imagine que tout le monde pense comme nous. Et il suffit de regarder des fois la une des journaux à Québec ou d'écouter les radios là pour se rendre compte qu'il reste beaucoup de travail à faire. Alors, je vous parle des cibles du Québec, des efforts, parce que bon, Patrick a parlé un peu, c'est vrai qu'on a des cibles ambitieuses au Québec, c'est vrai qu'il faut être fier de ça, c'est vrai que c'est un leadership qui est inspirant, tout ça. Rapidement, le topo du premier plan d'action sur les changements climatiques 2006-2012, on visait une cible de réduction de 6 %, ça équivalait à 14 mégatonnes, 14 millions de tonnes. En réalité, on a réussi à réduire de 2 mégatonnes nos émissions au Québec grâce à des mesures. On a quand même mis en place des mesures, c'est un plan d'action. Il y avait 1,2 milliard d'argent qui était investi là-dedans, qui était d'une redevance sur les carburants. Et tout ça, ça nous a permis de réduire de 2 mégatonnes. C'est pas pire, mais on était loin du 14. Et surtout, pendant tout ce temps-là, on a continué à faire comme si de rien n'était. On n'avait pas de problème. L'électricité va nous sauver la vie. Inquiétez-vous pas, nous, on est bons, on est fins. Mais pendant ce temps-là, on ne change rien. On construit des autoroutes, on continue à s'installer, on achète des voitures de plus en plus grosses, etc. On construit des centres d'achat, j'appelle ça des centres d'achat à char, des centres, etc. C'est-à-dire que là, tu prends ton char pour changer de magasin. Le mode de vie, là, il n'est clairement pas aligné vers une réduction, vous comprenez, des gaz à effet de serre. On a beau avoir un plan d'action sur les changements climatiques, une redevance, etc. La réalité, c'est que ce n'est pas là qu'on s'en va. Heureusement, ou malheureusement, maintenant, de quel point de vue on se met, il y a eu des fermetures d'usines qui ont pratiquement changé le portrait industriel du Québec, qui ont, d'un certain point de vue, amené une réduction importante des gaz à effet de serre. Et surtout, M. Obama et les Américains ont mis en place une réglementation très sévère sur l'industrie automobile qui a fait en sorte que le parc automobile, même s'il a augmenté en nombre, l'intensité du parc automobile diminue constamment parce que les véhicules sont forcés d'être de plus en plus économes. D'ailleurs, vous écoutez la télévision, à chaque fois qu'il y a une publicité automobile, c'est toujours le plus économique de sa catégorie, le plus éco-énergétique. Tous les véhicules sont les plus éco-énergétiques de leur catégorie. C'est fascinant, mais en réalité, c'est parce qu'ils sont obligés de se conformer à des réglementations sévères et ils sont probablement tout seuls dans chacune de leurs catégories. Alors, donc, on a quand même réussi, mais là, je ne veux pas faire de débat sur est-ce qu'on a atteint notre cible ou quoi que ce soit, parce que là, il y a des débats sur statut, 6 etc. Mais la réalité, c'est que, bon, c'était pas si pire. Comme Patrick a dit, ça, on s'est donné une cible pas mal plus ambitieuse. On vise moins 20 % en 2020. On est là-dedans en ce moment. Donc là, on dit, on a réussi moins 6, on va faire pas mal plus. Et ça, c'est beaucoup plus exigeant, c'est 20 mégatonnes. Mais déjà, on s'est dit, ouf, là, on va en prendre une partie à l'étranger. On ne fera pas tout ça ici quand même. On va acheter des crédits à l'étranger. Et là, on a mis en place un marché du carbone. C'est correct, je pense que c'était assez bien équilibré tout ça. Donc, et on prévoit quand même qu'on va réaliser un effort au moins de 6 mégatonnes ici, avec l'aide d'un fonds, le fonds vert, qui est doté d'une enveloppe approximative de 3 milliards de dollars.
liées au système de plafonnement et d'échange. La réalité, c'est qu'au 31 mars, on est à peu près à 33% de l'échelle de temps du PAC. On a juste 10% de cette enveloppe-là dépensée pour le moment. Et probablement qu'on est à 10% de notre cible de 6 mégatonnes et encore. Et en plus, comme c'est la même réalité qui se poursuit, donc on continue à s'étaler, à construire des autoroutes, à s'acheter des véhicules. Cette année, on a encore battu un record de vente de véhicules automobiles, et en particulier dans le secteur des camions légers. Donc, puis en plus, il y a toute l'industrialisation qui se poursuit, les cimenteries, les projets d'hydrocarbures dont Patrick a parlé. Alouette, c'est pas pour la minerie Alouette. Quoique, il y a des projets d'expansion de nos mineries. Évidemment, les mineries, oui, utilisent de l'électricité, mais en même temps, le procédé comme tel émet des gaz à effet de serre. Et donc, malgré tout ça, on ne se gêne pas pour anticiper des réductions et de virer des diminutions de moins 37% en 2030 et moins 80% en 2050. Et donc, la question se pose sur on est capable de réaliser nos ambitions. Ici, quelques citations qui permettent de mettre quelles sont les barrières qui nous empêchent, qui ralentissent la mise en œuvre des intentions. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de marquer le nom, puis d'ailleurs, je ne me rappelle plus de la personne que je cite ici, mais c'est une petite vidéo que j'ai vue sur Internet récemment qui était faite dans le cadre de la COP 21 et que j'aime beaucoup. Une des premières choses, c'est effectivement que le drame des écologistes, c'est qu'on raconte des affaires, mais on n'est pas capable de vous le faire sentir. On ne le sent même pas. C'est de vous dire que l'année la plus chaude, c'est cette année ou l'année passée, ça ne fait pas pleurer personne. On ne le sent pas. Nos sens ne sont pas capables de réagir. On le sait, les gens en général, c'est quand on touche sur le rond du poil qu'on décide que c'est chaud. On a besoin de ça. On a besoin que nos sens nous disent qu'il y a une urgence. Alors nous, on plaide d'urgence, on a plein de statistiques, de rapports pour dire qu'il faut faire quelque chose, mais en réalité, on n'est pas capable de le montrer complètement aux gens. Donc ça, c'est une des grandes difficultés qu'on a pour passer à l'action. Une autre réalité assez implacable, pendant qu'il y a un énorme sommet sur le climat qui va se passer à Paris très bientôt pour dire qu'il faut réduire nos gaz à effet de serre, en même temps, tous ces grands chefs d'État à travers le monde négocient des ententes commerciales pour favoriser le transport des marchandises entre les continents. Donc, on est en train de, encore une fois, de ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, on ne réalise pas, on ne prend pas conscience de ce que ça veut dire. Et la dernière chose, et ça, on s'en rend compte de plus en plus, c'est que ceux qui tiennent à ce que ça ne change pas, plus ils sentent qu'on veut changer, plus ils mettent la pression de toutes sortes de façons possibles pour éviter qu'on réussisse à changer quoi que ce soit. Donc, c'est une réalité implacable. Et finalement, il y a toutes sortes d'autres problèmes qui sont sociétaux, qui sont liés à la condition humaine. J'en nomme quelques-uns, je n'ai pas le temps d'aller en détail, mais évidemment, la pauvreté en est un. Les gens qui vivent dans la pauvreté n'en ont rien à cirer de la température qui va faire dans 10 ans. Les gens qui ne comprennent pas, donc la question d'éducation fondamentale. Comment on propose des solutions aux gens, mais qui, s'ils ne sont pas conscients du problème, ils n'acceptent pas qu'on ramène ces solutions-là. Donc, il y a le déni, toute la question des processus. Il y a des gens ici je regarde Daniel et Martine, qui sont allés au gouvernement pendant quelques temps. C'est dur de faire changer les affaires. Le paquebot est dur à faire les rebords. Donc, quand on veut faire des changements aussi importants, c'est extrêmement difficile dans les processus. Donc, je passe vite. L'aspect technologique, pour moi, je l'ai marqué parce que je trouve qu'il est important. Je vous l'ai dit tantôt, l'espèce de réflexe. Ah, inquiète pas, on va trouver une solution. Ça va se régler. On va trouver une bidule, on va capter le CO2, on va mettre des miroirs dans le ciel. Ça crée une espèce d'illusion qu'on est capable de dominer la Terre. On pense toujours, et ça nous empêche de regarder les solutions du côté des changements de comportement. Une citation qui vient d'une jeune dame qui a fait sa maîtrise à l'Université de Sherbrooke et que je considère fondamentale. Donc, elle a étudié justement le problème de pourquoi c'est si difficile de changer sur les changements climatiques. Et une de ses conclusions, que je partage, c'est que même si on comprend que ce problème est urgent et qu'il faut agir, c'est difficile de convaincre les citoyens d'agir pour ce problème-là en particulier. Donc, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire, ils ne sont pas prêts à faire des changements de sacrifice, appelons ça comme ça, pour cette cause-là. Évidemment, la question de l'environnement, le changement climatique, c'est souvent un facteur qu'on appelle de renforcement. Si j'ai déjà décidé de m'acheter un produit qui est écologique, mais je l'achète de toute façon parce qu'il n'est pas cher, c'est ça qui m'a convaincu en général.
Puis le renforcement, ça va venir du fait, en plus, je vais être écologique, moi j'ai un emploi qui va me faire sauver de l'énergie, en plus je vais être écolo. Donc c'est un facteur de renforcement. Je dirais pour la majorité des gens, c'est sûr, comme je disais tantôt, pour la plupart d'entre vous ici, qui sont tous convaincus, on est capable de faire des changements de comportement pour ça. Mais en général, la majorité des gens, ça va être d'autres raisons qui vont les motiver à changer. Donc, elle, ce qu'elle nous dit, c'est que ce n'est pas une cause pour laquelle on est prêt à faire des sacrifices. Et ce qu'il faut, si on veut vraiment engager les gens dans le changement, il faut leur vendre ça avec une pilule dorée, trempée dans le miel, dans laquelle on leur dit, en faisant ça, on va avoir une meilleure vie, on va être plus en santé, ça va être mieux pour vos proches. Puis, quelque part, il y a peut-être quelque chose derrière ça qui serait un projet de société. Et moi, nous, c'est à ça, on croit énormément. Et moi, c'est ce que je me dis, c'est que dans le fond, il faut être un peu rusé pour trouver des façons que les gens vont s'engager pour les changements climatiques, mais à travers des motivations qui sont plus terre à terre, qui sont plus proches des autres, qui vont être plus contemporaines, aujourd'hui. C'est le What's in it for me. Et nous, dans les conseils régionaux de l'environnement, je termine rapidement en vous présentant ça. On a mis en place une démarche au cours des dernières années qui vise justement à utiliser ces ruses-là, à faire en sorte qu'au lieu de parler de changement climatique, on parle d'économie. On parle donc des bénéfices économiques de réduire notre consommation de carburants fossiles, des bénéfices pour la santé, des gains qu'on aurait sur le développement territorial de nos régions, que ça serait positif, qu'on gagnerait quelque chose en termes de développement. Et c'est ce qui nous permet de trouver une sympathie auprès des gens qui sont les décideurs, qui travaillent dans les municipalités, les entreprises, et qui justement se disent, ah ben s'il y a moyen de faire de l'argent avec ça, s'il y a moyen d'économiser des sous, de faire en sorte que notre région se développe, peut-être que ça fait du sens. Peut-être qu'on peut se regrouper, se rassembler autour d'une idée comme celle-là. Et c'est ce qu'on essaie de faire, ça fait plusieurs années déjà. On a mis en place dans chacune des régions une table où on réunit ces acteurs-là pour réfléchir à comment notre région, comment cette région-là, avec en vertu de ses particularités, peut trouver des pistes de solutions, puis concrètement mettre des actions en place pour réduire la dépendance au pétrole et donc tirer profit des bénéfices qui sont possibles de cette transition-là. Donc, ça nous a permis de mettre en place des projets, de développer des plans d'action, etc. Il y a environ 300 organisations partout au Québec qui sont impliquées, des municipalités, des MRC. Bon, il y avait les conférences régionales des élus, mais on n'existe plus. Forum jeunesse non plus. Vous voyez, il y a même des gens qui s'immiscent dans nos stratégies pour nous enlever les appuis, tellement on veut nous empêcher d'avancer. Mais ceci dit, c'est quand même une belle démonstration qu'on est capable, grâce à un projet fédérateur comme ça, d'engager des gens dans l'action et de les amener eux-mêmes à ne pas attendre les solutions qui vont venir des gouvernements, mais plutôt se prendre en charge et mettre des actions en place sur le terrain. Il y a des centaines de projets qui ont été réalisés, soit carrément via la démarche qu'on a mis en place, mais tout simplement aussi parce qu'on les a pu les mettre en vitrine pour démontrer que c'est possible. Hein, le 100% possible, je l'aime parce qu'il faut le montrer que c'est possible. Il faut montrer que ça existe, que ça a des retombées positives, que ça permet des économies, que les gens sont fiers d'avoir contribué au développement de leur région, qu'ils sont fiers des économies que ça a généré, des emplois que ça a créé. Donc ça, c'est super important qu'on lutte contre le cynisme en montrant que les solutions sont possibles. Je termine avec une étude qu'on a réalisée, qu'on a dévoilée l'an dernier. On trouvait ça important. Comme je vous dis, ça a toujours été une intuition pour nous que de réduire notre consommation de pétrole, ce serait positif pour l'économie. Mais on croyait que c'était nécessaire de le démontrer le plus possible avec des chiffres à l'appui. Et donc, on a fait réaliser une étude qui était assez équivoque pour montrer que si on est réduit, là, on avait un horizon d'à peu près 6 ans, des mesures assez, je vous dirais, soft. Je dis soft parce que coûtait pas cher à mettre en place, sont pas trop engageantes au plan politique. Ils visaient essentiellement le secteur des transports de personnes. Et grâce à ces mesures-là, on réduisait de 16% la consommation de pétrole en 6 ans et on générait des retombées énormes sur le plan économique, en termes de création d'emplois, PIB, et surtout, un élément important, l'économie sur le revenu des ménages. Donc, on démontrait aux gens qu'en faisant des gestes, eux aussi pouvaient avoir de l'argent dans leur poche de plus pour faire autre chose
que financer les compagnies automobiles, les compagnies pétrolières, et plutôt mettre de l'argent dans l'économie régionale, dans les emplois chez eux, dans les sorties, aller au théâtre. Donc, c'est ça qu'on a essayé de démontrer et on est content de ça. On espère que ça va générer d'autres études, évidemment, du genre. Peut-être on aimerait ça les régionaliser. Pour chacune des régions, avoir une étude comme ça qui va être plus spécifique. Mais c'est le genre je termine là-dessus, de choses qu'il faut faire si on veut motiver les gens, les engager dans le changement. Il faut être capable de leur démontrer concrètement qu'est-ce que ça veut dire et comment ça peut être.